Allez, on se retrouve pour cette nouvelle leçon. Alors là, on va rentrer un petit peu encore plus en profondeur dans le détail. Notamment, on va créer une scène vraiment from scratch, c'est-à-dire qu'on va partir d'un fond noir. Là, on est parti déjà d'une petite base. On avait les deux petits blocs avec les chaises. On avait déjà une atmosphère et tout qui était présente dans la scène. Dans ce qu'on va faire là maintenant dans cette leçon, ça va être beaucoup plus complet, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir de rien. Et je vous propose de vous lancer directement dedans, hein, pour vous donner peut-être un exemple de ce qu'on va essayer de faire. Je vous mets ici hop, ArtStation avec un petit exemple bah, du coup concret. On va vraiment aller sur ce genre d'environnement avec, vous voyez, une atmosphère, de l'eau, des blocs, enfin, d'ici des rochers et tout. Et on va découvrir vraiment pas mal d'outils. Ça va être une leçon qui est assez importante, qui est assez dense, et surtout bah, un atelier pratique hein, du projet. J'espère que ça va vous plaire. On verra si on le découpe en plusieurs fois ou si on fait tout d'une seule traite, mais sinon, voilà, n'hésitez pas à mettre en pause de temps en temps pour continuer. Alors, pour commencer, on va dans notre content browser ici. Donc vous voyez, moi j'en ai plusieurs, hein. Pour petit rappel, si vous voulez plusieurs content browser, il faut venir cliquer ici sur les différents éléments pour les afficher ou les désafficher. Et donc moi je vais venir ici dans l'onglet Maps de mon starter content. Et dans Maps, je vais créer un niveau. Donc je vais faire clic droit, Level, et je vais appeler ce niveau Waters. Donc pour les zones d'eau quoi. Donc là j'ai un nouveau level et donc si je veux rentrer, donc ça correspond vraiment si vous avez déjà l'habitude de travailler un peu en 3D et tout, c'est vraiment des scènes quoi. Les levels c'est des scènes. Et donc je vais faire double clic, Save Selected. Bon, Save Selected c'est pour sauvegarder le niveau que j'ai là. Et let's go. Let's go, donc là c'est tout noir. Alors, je vais faire des manips. Je vais vous expliquer bien entendu étape par étape absolument tout ce que je fais. Par contre, si ça va, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre en pause des fois et à revenir si vous ratez un petit peu un élément. La procédure est pas forcément trop compliquée, mais c'est juste qu'on va quand même introduire des outils que vous avez jamais utilisés, donc il faut pas hésiter, quoi. Et pareil, n'hésitez pas à poser des questions sur cette partie, comme elle est un peu plus avancée que les autres qu'on a pu voir. Si vous avez vraiment des questions ou des choses que vous avez mal compris, on pourra faire des petites mises à jour ou quoi. Donc mode, ici, pourquoi? Donc en gros, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais me créer une étendue d'eau géante. Une fois que je l'aurai, cette étendue d'eau géante, je vais la mettre en lumière avec une atmosphère, une directional light et tout. Ça va nous permettre du coup de nous introduire plus précisément les lights dans Unreal. Donc ici, je vais aller dans ma palette d'outils, panneau mode. Si vous utilisez une version ultérieure de Unreal, c'est possible que cette petite palette, elle soit sur le côté gauche là. Donc landscape, ici. On va avoir du coup, donc là je me déplace avec les flèches. Les flèches du clavier. J'ai ici une prévisualisation de ce que va être mon étendue. Donc vous voyez que bah, on est un peu dans la matrice, hein, c'est tout vert. Et on peut du coup le placer, c'est-à-dire que si je fais W, je peux ajuster la hauteur et tout de mon terrain. Moi je vais faire CTRL Z pour qu'il reste par défaut. Donc on a ce nouveau menu là qu'on connaissait pas. Et on peut lui choisir du coup un matériau, une position, là qu'on fait évoluer, vous voyez, je vais le remettre à 0, 0, 0 pour qu'il soit au centre. Et surtout, moi ce que je vais venir toucher ici, c'est la section size. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, si je mets 7 par 7, on a un tout petit terrain. Et moi, je vais prendre le plus grand, 255. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai une ligne d'horizon qui est très très loin. Ce qui me permettra potentiellement de faire des images un peu en altitude. Parce que là, si je suis sur une section de size qui est trop petite, vous voyez que là, on a malheureusement cette zone sur laquelle on voit en fait, hop ici, là, la ligne d'horizon qui se fait en deux parties, alors que moi je veux vraiment une belle ligne d'horizon bien horizontale. Donc du coup, on va tout simplement mettre le maximum et on va déjà sélectionner un matériau ici. Alors, deux possibilités. Soit on rentre dans ici dans le content browser, on vient chercher ce dont on a besoin, en l'occurrence par exemple une Water Océan qu'on vient dropper. Dropper ça fonctionne. Soit donc clic gauche, je maintiens foncé, je drop ici, on voit que c'est le cadran vert donc je peux mettre. Soit ici, je viens cliquer, juste je viens chercher Water, donc un clic gauche sur None ici, il me demande de chercher l'asset que je veux. Je vais faire Water, et du coup, on va pouvoir choisir Water Océan. Et il est appliqué. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va juste faire Create,
et ça va nous créer le plan. Alors c'est tout noir toujours, vous voyez qu'il y a une sorte de matière ici là. Alors attention à ne pas cliquer parce que vous allez faire monter ici le terrain, ce qu'on ne veut pas, on veut que l'étendue elle soit absolument plate, donc ne faites pas de clic gauche. On va juste fermer ici le panneau des landscapes, on va le fermer, et on va faire lit, on va passer en unlit. Et on va pouvoir du coup apprécier notre terrain, notre étendue du tout. Alors il n'y a pas de lumière, là c'est tout sombre, mais vous pouvez voir que le terrain c'est bien créé, qu'on a bien la texture qui bouge et tout. Je vais repasser en mode lit, donc ça va être tout noir. Et là on va maintenant commencer à positionner notre lumière. Donc on va prendre une directional light, on va la dropper, on va voir la lumière qui apparaît direct. Et on va prendre aussi on va aller ici taper fog, donc FOG. Et on va poser un exponential height fog. Donc il y en a deux, on verra aussi l'atmosphérique, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va voir le exponential height fog qu'on va venir dropper. Et là, maintenant, la lumière fut, ça y est, là, donc on a quand même une lumière nettement meilleure qualité. Juste avec notre petit combo directional light, exponential height fog. Alors, il est possible que vous soyez par exemple dessous votre terrain et du coup vous voyez rien. Faites bien attention à bien voir si vous pouvez pas monter en altitude ou quoi. Parce que le terrain, malheureusement, ici, vous voyez, il est one-sided, donc il regarde que dans une seule direction. Donc si je regarde par le dessous, je ne vois rien. Donc ça, il faut être attentif, il faut faire attention. Donc une fois qu'on a ça, on va juste dropper un cube ici. Donc je vais aller dans les basiques, je vais mettre un cube. Il faut juste regarder ce que fait la directionnelle. Alors la directionnelle, on l'a manipulée dans la leçon précédente. Je vais tout de suite la mettre, vous voyez là, elle est en stationary, et je vais la mettre en movable. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez, là, il y a un petit message, des petites lettres un peu bizarres. Quand je passe en movable, elles disparaissent. Parce que actuellement, là, la light, elle était un peu en mode stationnaire, donc elle avait besoin de build en fait pour pouvoir s'afficher correctement. Et là, maintenant qu'elle est en movable, elle a plus besoin de build, et du coup, je peux voir en direct ce qu'elle fait sur la scène. Et on peut voir que du coup, elle casse les zones principales. On peut plus ou moins l'orienter en fonction de l'ambiance qu'on veut. Par exemple, vous voyez, si vous voulez une ambiance sunrise, c'est important qu'elle soit au ras du sol pour avoir, vous voyez, quand vous êtes sur la plage le soir et que voilà, le soleil se couche, vous avez souvent ces ombres qui sont très 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 longues en opposition avec ce que vous pouvez avoir quand vous êtes à un zénith avec des ombres très très courtes. Donc c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez penser en fonction de l'atmosphère que vous allez vouloir retranscrire dans votre scène. Si on clique, on peut bien entendu aller ici dans la directionnelle, gérer la couleur qu'elle a. Donc moi je vais rester sur un truc quand même qui est relativement blanc, relativement ou bleu, même un petit peu bleuté. Son intensité, etc. Et une des premières choses qu'on va constater, c'est que vous voyez, c'est très noir. C'est-à-dire qu'en toute logique, si on avait cette luminosité-là, je sais pas, les rayons, ils devraient venir, ils devraient rebondir un petit peu sur l'eau, surtout que l'eau, c'est quelque chose de réfléchissant. Et il devrait venir éclairer, en fait, illuminer cette zone-là du cube. Donc là, en fait, on observe uniquement le direct lighting. C'est-à-dire que là, ce qui fait que cette zone du cube est éclairée, c'est qu'on a vraiment des rayons qui arrivent directement ici. Mais enfin, c'est un peu bizarre, là maintenant c'est géré, et du coup, ils rebondissent pas vraiment pour revenir sur les zones un peu moins éclairées. Mais naturellement, il y a bien entendu un component qui va gérer ça, et ce component, il s'appelle Skylight. Donc le Skylight, je vais le dropper, vous allez voir, tac. Là, vous voyez maintenant, on a cette notion un petit peu de les faces qui étaient très sombres, maintenant elles sont un petit peu éclairées. Parce qu'en fait, le skylight, il simule un peu. En gros, il prend état en fait de la lumière générale de votre scène. Et avec ça, en fait, il vient remettre des petits rayons pour lighter en fait les surfaces. Et du coup, c'est pour ça que vous avez cette lumière un peu minime. Le skylight, il a comme les autres lumières une intensity scale, donc vous pouvez mettre quelque chose d'abusé, ce qui n'est pas une super chose en soi. On va également le mettre, lui, on peut le mettre en movable ou en stationary. Et ça peut arriver par exemple qu'il s'actualise pas, que vous ayez quand même un skylight, mais que ce soit tout noir comme ça. Faut pas hésiter des fois juste à bien vérifier qu'il est bien en capture scene. Et quand même quand vous êtes en capture scene, ça s'affiche pas. Essayez de voir donc si son intensité est pas à 0, ou essayez juste de faire invisible ici, vous désaffichez et vous l'affichez. C'est un bug qui est connu, je vais vous montrer tout de suite. Regardez, je vais juste mettre ici je vais mettre le skylight, je vais mettre mon atmosphère, fog, ici, et vous voyez que le skylight il s'est pas mis à jour, en fait.
Il est resté bloqué sur ce qu'il était, donc il faut juste que je le décoche. Donc là, il a un paramètre ici de visibilité. Je vais le décocher, je vais le remettre. Et là, c'est bon, il fonctionne. Pareil, on va essayer si je change la couleur. Oui, là, si je change la couleur de l'atmosphère, bah, le squelette, il s'est pas forcément actualisé. Vous voyez, là maintenant, la lumière, elle est rouge. Je vais mettre une lumière jaune. Je vais refaire encore une fois pour bien voir. La lumière est toujours rouge, rose, alors qu'elle est censée être jaune. Et donc, il faut que je le décoche et que je le recoche. C'est vraiment bizarre, mais bon, du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il faut pas hésiter des fois à venir bidouiller un petit peu ce paramètre. Comment vous êtes averti. Hop, on va l'actualiser encore. Et du coup, voilà. Donc là, on a un petit peu un trio avec le fog. On pourra avoir plusieurs fogs en même temps. On pourra avoir, vous verrez, un atmosphérique avec un exponentiel un peu plus tard dans un cours un peu plus avancé. On a notre directionnel et on a notre skylight qui vont travailler de pair. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus au fog. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir que le fog, en fait, il a des paramètres assez intéressants. Notamment, il a un paramètre ici de fog density. Alors vous pouvez le pousser ou le réduire. Vous pouvez voir que quand vous poussez au max, il a 0,05 et qu'il n'y a pas tant de brouillard que ça. En fait, c'est une valeur qui est clampée, c'est-à-dire qu'elle a une limite. Mais vous pouvez manuellement en fait la monter. C'est vrai que là, si je clique dans la case et que je change la variable flottante et que je mets par exemple 1, bah là j'ai beaucoup plus de brouillard déjà par rapport à tout à l'heure. Donc il ne faut pas hésiter là sur le fog à venir bidouiller ça justement pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Moi je vais mettre genre quelque chose comme 0,4 je pense. C'est fort, mais au moins on continue à avoir peut-être 0,3 aussi, ça peut le faire. On verra l'ambiance au fur et à mesure. Vous avez un petit paramètre qui est cool qui s'appelle fall off. Et du coup fall off il permet de monter et de descendre en fait l'atmosphère comme ça. Donc ça c'est assez cool. Vous allez avoir ici un fog in scattering color. Donc ça c'est vraiment la couleur du brouillard en fait. Euh, donc ça se change en fonction de l'ambiance que vous voulez recréer dans votre scène. Vous allez avoir ensuite ici il y a une directional in scattering color qui est en fait une couleur il me semble secondaire sur alors là elle a pas l'air de trop fonctionner. Hop, on va voir si ça fonctionne. Alors, hop, je vais peut-être corriger. On va essayer les scattering texture aussi. Non, il n'y en a pas. Et dans mes souvenirs, il me semble que ça, c'est censé vous faire bouger un petit peu la lumière du fog. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. C'est un petit peu bizarre. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, vous avez besoin d'avoir un second fog data pour avoir un vrai dégradé dans le ciel. Donc le volumetric fog, c'est une option qu'on aura un petit peu plus tard. J'ai dû me tromper, je pense, sur le. On verra, on essaiera de l'utiliser un peu plus tard. C'est un peu bizarre qu'il ne fonctionne pas, je suis un peu surpris. Mais vous pouvez déjà, au niveau de votre fog, dégrader un petit peu le fond avec ici bah, la fog density et le height fall off, encore une fois. Et vous verrez que quand on activera le volumetric fog, on aura en fait un fog qui est encore plus. Qui suit encore mieux l'orientation de la vraie lumière en fait. Mais il est un peu plus complexe à utiliser, alors on le fera un tout petit peu plus tard. Notre première image, on va la faire juste avec le fog en height, le height fog de base. Et voilà, donc on va continuer. Alors on a découvert tout à l'heure la palette d'outils qui s'appelait Landscape. Mais du coup on va utiliser un autre outil maintenant qui s'appelle Foliage. Alors à quoi ça sert? Parce que c'est vrai que là, moi par exemple, j'aimerais bien avoir une composition avec par exemple un récif avec des pierres qui s'élèvent et voilà qui créent en fait qui créent l'environnement. Ça va être peut-être un petit peu long de toutes les placer à la main une par une comme ça, de les faire se rotate et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait ici dans mes modes, passer en mode foliage. Donc le foliage, pour vous montrer rapidement ce que ça fait. On peut prendre un static mesh ici. Donc le foliage est une palette d'outils, donc qui s'affiche en haut à gauche là. On peut ici venir prendre n'importe quoi, donc n'importe quel objet static mesh, le glisser là. Et vous voyez que maintenant j'ai un pinceau et qu'avec mon pinceau je peux peindre des cailloux. Ce qui va quand même beaucoup plus vite que de les mettre un par un. Je vous laisse deviner le temps que j'aurais mis à tous les positionner là. Alors que là bah, ça a pris une seconde quoi. Donc là, le problème qu'on a, c'est que quand on drop nos petits cailloux avec le pinceau, ils sont malheureusement très unis et du coup, c'est un peu compliqué à avoir quelque chose d'intéressant avec ça. Donc, on va venir cliquer ici dans SMRock en fait, sur le foliage. Vous voyez que il a un petit tag vert, ça veut pas dire que c'est un matériau, ça veut juste dire que c'est un outil, enfin c'est un component foliage, qui du coup va se comporter un peu différemment que du component static mesh.
Donc, on va pas faire tous les paramètres ici du foliage, mais par contre, on va en voir quelques-uns qui sont assez intéressants. Donc, vous voyez que vous avez des choses très différentes sur le radius, sur la taille. La taille, on va la bouger. On va avoir ici des informations sur le placement pour que justement, nous, on va s'en servir pour générer du random. Et ici, vous avez d'autres options qui sont plus relatives aux performances un petit peu du foliage, avec notamment ben, le fait est-ce qu'il envoie des shadows ou pas, est-ce que les shadows elles sont dynamiques, est-ce qu'il a des light maps, est-ce qu'il a des collisions, le rocher. Donc voilà, tout un certain nombre de petites choses. Nous, on va venir ici, on va changer la scale X, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que le scaling, là, il est en uniforme. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, ça va s'appliquer sur tous les axes, en fait, de notre rocher. Et je vais venir mettre, par exemple, entre 4 et, par exemple, 6, ici. Et là, regardez, en fait, les cubes, maintenant, enfin, pardon, pas les cubes, les rochers, en fait, ils se mettent dans des positions, pas dans des positions, mais dans des tailles un petit peu différentes. Ils sont toujours tous verticaux, mais dans des positions un petit peu, enfin, dans des tailles différentes. Ici, on a tout en haut, vous avez des options qui sont relatives à votre pinceau et à la manière dont vous peignez, en fait, en utilisant l'outil foliage. Et du coup, là, cette densité, moi, je vais la réduire, je vais mettre genre 0,01, par exemple. Et vous voyez que là, je vois un peu plus de diversité déjà à chaque fois que je fais pop un cube. Un cube. Faut que j'arrête de dire ça à chaque fois que je fais pop un rocher. Et on va rajouter par-dessus ça, en fait, il y a un autre paramètre qui s'appelle le random pitch angle. Donc là, on va mettre 360. Pourquoi? Parce qu'il y a 360 degrés. Et là, vous voyez, ça y est, mes cailloux, ils se projettent de manière un peu plus organique, on va dire. Ça a l'air plus réel, plus naturel. Je vais continuer de faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et on va encore une fois régler la densité. Je vais mettre un truc très très faible, genre 0,001. Et pour essayer vraiment comme ça de faire des récifs. Donc je vais faire une première série de récifs un petit peu partout, comme ça. Voilà. On va mettre un peu autour, essayer de faire des montagnes. Alors si à un moment ça vous plaît pas trop ce qu'il a fait, vous voulez enlever, vous pouvez juste appuyer sur Shift et faire clic gauche. Donc Shift ou touche mage en français, hein, mais oui, vous pouvez revenir en arrière. Donc moi en l'occurrence je les aimais bien ces cailloux, donc je vais pas les supprimer. Vous voyez que ça permet de loin d'enlever comme ça. De loin ou de près, ça fonctionne. Vous avez en temps réel un indice de combien il y a de cailloux dans la scène. Vous voyez là il y en a 60 par exemple. Donc je peux faire ça. Donc là, moi je vais rester un peu sur le centre parce qu'on va dire que c'est par là que je vais essayer de créer ma scène. Et on va avoir du coup de manière assez sympa la possibilité de venir varier. C'est-à-dire que là, si je change la taille, par exemple maintenant je mets des récifs un peu plus petits, par exemple entre 0,4, alors 0,4 quand même, pas 0,04 et 0,6. Vous voyez, j'ai des plus petits cailloux. Peut-être que je peux mettre là une densité un peu plus élevée, genre 0,01. Et je peux venir du coup comme ça, au pied des récifs plus gros, venir essayer de faire ben voilà, un côté un peu naturel avec peut-être des petites pierres qui ressortiraient, quoi, qui ressortiraient un peu plus. Et alors, il permet toujours de supprimer, hein. Si vous faites, que même si vous avez changé la scale ici, vous pouvez toujours supprimer même les gros cailloux, il y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est vraiment un super outil. On s'en sert pour différentes choses. Bon, en set dressing, c'est quasiment un des outils principaux que j'utilise. Alors le set dressing, pour ceux qui n'ont pas encore le vocabulaire, c'est la discipline qui consiste à habiller les scènes. C'est-à-dire que vous avez des objets 3D, ou même 2D, hein, on peut faire ça en 2D aussi. Mais vous habillez, vous essayez de raconter un peu une histoire, et vous êtes responsable un petit peu de la manière dont se dresse la scène. Voilà, set dressing. Cool. Je vais venir ici avec un peu plus, je sais pas, je suis inspiré, donc voilà, avec quelque chose d'un peu plus haut. Je vais resserrer un petit peu la densité des polygones ici, enfin des différents cailloux. On va voir ce que ça fait. Je vais réduire la taille de mon pinceau aussi. Je vais passer peut-être sur un pinceau qui vaut 100. Et je vais essayer comme ça depuis le ciel de faire un petit peu comme des petits escargots, comme s'il y avait une sorte de dessin dans l'eau. Je trouve que visuellement ça peut être sympatoche. Pour habiller un peu du dessus, tout ça. On fait du land art dans Unreal, vous voyez, c'est absolument abusé. Donc je peux, et quand je suis proche, en fait, vous pouvez voir que même si c'est des instances, ça reste quand même une assez bonne qualité
de, enfin, comment dire, les mèches qu'on fait apparaître avec du foliage ne sont pas de moins bonne qualité que si on avait vraiment mis à la main les cailloux un par un. Maintenant, ce qui change, c'est qu'ils se chargent un petit peu de manière différente en fait. Ils se chargent pas exactement de la même manière dans la machine. Et vous pouvez remarquer, par exemple, dans certains jeux, quand vous avez des choses qui sont mises avec du foliage, bah, des fois la distance d'affichage du foliage, elle est calculée à part de la distance d'affichage des autres objets. Mais on en parlera plus précisément sur le point qu'on fera sur le rendering en fait. Sur vraiment le rendering pour comprendre aussi Moi j'ai envie dans cette formation de vous donner des pistes aussi d'optimisation de ce que vous pouvez faire. Et on fera du coup une leçon, vous avez une leçon là-dessus dans la formation. Voilà, c'est pas trop mal. Je vais peut-être essayer. Alors, vous pouvez faire des combos par exemple. Vous voyez, si je prends le pilar ici de 300, si je coche le pilier et les cailloux, bah, je mets les deux en fait. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça va notamment être utile quand vous faites de la végétation. Et par exemple, vous faites une pelouse, et dans la pelouse, vous voulez qu'il y ait des mauvaises herbes, vous voulez qu'il y ait des petites marguerites, des petits tournesols et machin. Bah, vous pouvez cocher plusieurs foliages et après les dropper tous ensemble en même temps. Ce qui va vous permettre d'avoir du coup quelque chose d'assez sympathique visuellement. Donc moi en l'occurrence là je vais mettre des petits poteaux, je vais faire varier un petit peu la taille entre 1 on va dire et 1,2. Hop, et je vais faire pareil, je sais pas trop pourquoi mais voilà, comme ça on a un autre type de foliage. Et vous pouvez voir qu'après, ce qu'on peut faire aussi, ils sont gérés différemment. Donc si à un moment vous removez par exemple les piliers ici, tac, ils vont carrément tous se supprimer en même temps. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir différentes couches comme ça de foliage dans vos scènes. Et vous pouvez voir que pour faire des choses, par exemple là je peins un peu n'importe quoi, mais en soi, si vous avez cet outil qui est synchronisé sur par exemple, je sais pas moi, des maisons, vous faites un plan et vous avez ou un décor pour un jeu et vous avez par exemple des maisons, une ville qui est au loin et tout, et vous voulez justement la peindre rapidement sans avoir à positionner un par un les différents éléments de votre scène. Vous pouvez parfaitement peindre ça avec des règles sur l'outil foliage, quoi. Donc foliage, ça veut pas dire que c'est que pour faire de la végétation, quoi. C'est vraiment, on est sur un mesh paint 3D, quoi. Enfin, Mesh Paint. Mesh Paint, ça peut être mal interprété parce que c'est aussi utilisé pour quand on peint, quand on fait du vertex painting. Mais du coup, voilà. Donc tout ça, c'est assez sympatoche. Je pense que je vais un peu m'arrêter hein, de continuer là. Hop. Puis on va passer sur autre chose. Donc là, on a découvert l'outil foliage, au moins les bases de comment on peut l'utiliser. Il faut faire attention sur certains objets. Par exemple là, si je me mets à mettre un random pitch angle, bah malheureusement, oui, ça va être peut-être un peu chelou. Mais bon, c'est sympatoche aussi, mais tous les objets sont pas faits forcément pour être posés dans 360 degrés différents. Donc là, on a déjà un random yaw. Donc random yaw, ça veut dire que, vous voyez là, si je désactive, hop là, tous les piliers ils sont dans la même orientation. Si je mets le random yaw, là vous voyez ils sont un peu ils sont orientés différemment sur l'axe Y. Enfin là ça a plus l'axe Z, mais je suis pas sûr de mon coup. Mais du coup voilà ça permet de mettre plus ou moins de variation dans ce que vous voulez faire. On va fermer le panneau foliage. On va sauvegarder, on va faire un file save all. Et si vous cliquez gauche sur votre foliage, vous pouvez voir que tout est en fait tenu d'un seul component. Il y a un seul component ici euh, foliage qui est partout sur la scène. Donc c'est pas comme si on vous voyez, je peux pas sélectionner individuellement ce bloc-là et le déplacer. C'est aussi un des inconvénients, mais c'est ce qui est nécessaire pour qu'il soit chargé assez facilement, on va dire. On va continuer avec peut-être deux, trois éléments du style se mettre des cubes ici, un peu dans le. J'aime bien genre faire des cubes super hauts comme ça et faire des lignes sur ce type d'artwork là. Je trouve que ça donne un côté un petit peu mystique à la scène. Même si c'est bizarre, ça rend bien. Tac, donc je vais en mettre quelques-uns. Je vais en mettre quelques-uns. Puis après là, vraiment l'étape suivante hein, dans cette leçon, ça va être l'éclairage en fait. Donc ça va être comment est-ce qu'on on affine tout ça. Parce que là actuellement on a une petite atmosphère, c'est cool. Vous pouvez voir que quand vous montez très haut dans l'atmosphère, ça a tendance à faire un peu à disparaître. Vous pouvez voir qu'on a vraiment une étendue qui est immense et du coup on est au moins sûr que la ligne d'horizon elle est bien loin.
Donc voilà, l'étape suivante, ça va être régler un peu, approfondir les post-process. On l'a vu dans la leçon précédente, mais les post-process sont quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, là, on va pouvoir approfondir avec ce qu'on va voir dans la suite de la leçon. Donc voilà, là j'ai mis mes deux trois trucs un petit peu curieux. Faut augmenter la taille hein, aussi, hein, je peux parfaitement les monter si je veux qu'ils soient plus hauts, et qu'ils aillent à perte de vue en hauteur. On verra en fonction de ce qui est ou non dans mon champ de vision. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se créer une petite. On va apprendre à faire avant d'aller sur la caméra. Je vais vous montrer pour la toute première fois le Material Editor avec notamment, on va se faire, vous voyez ce petit cube là. Bon, on va le transformer en néon. Et du coup, le néon, après, on va le placer dans la scène. Enfin, il est déjà dans la scène, mais c'est juste que le matériau qui est sur ce cube, ça va être un néon. Donc pour créer un matériau, alors je vais aller dans l'onglet matériaux pour faire ça proprement. Alors là, je vais dans l'onglet matériaux, mais en vrai, vous auriez pu aller dans n'importe quelle autre section du content browser et c'est pas ça qui a vraiment une incidence sur ce que vous allez faire. Mais clic droit ici, si on fait matériaux, ou alors on peut aussi le faire ici avec add new material, ça fonctionne. Je vais l'appeler néon. On va double-cliquer. Et on va découvrir en fait cette interface qu'on peut appeler un peu, alors elle s'appelle pas Hypershade, hein, c'est le Material Editor, mais si vous connaissez un petit peu Maya déjà, ça peut être assimilé à l'Hypershade de Maya. On va avoir une interface ici, un Graph Editor qui permet de faire du nodal et du coup de manipuler des nœuds pour créer des nouveaux blocs et avancer sur la création de nos matériaux dans Unreal. On va avoir aussi une liste de tous les nœuds qui existent. Vous voyez, si je clique ici sur Blend que je le drop, bah, je peux créer un nœud Blend Lighten et tout. Donc nous, ça, vous allez voir que la palette, on va s'en servir assez peu parce qu'en fait, tout est accessible sur le clic droit. C'est-à-dire que quand on fait clic droit dans cette interface-là, on peut aller chercher déjà des fonctions et des nœuds. On peut même taper leur nom. Par exemple, si je tape Multiply, ben, j'ai le multiply qui ressort ici, ou toutes les fonctions, tous les nœuds qui ont l'appellation, le nom multiply dans leur nomenclature. On peut sélectionner les blocs, on retrouve un panneau details en bas à gauche qui en fait affiche par exemple si je crée une scalar. On les apprendra, vous inquiétez pas, hein, il va vraiment y avoir tout un chapitre sur les matériaux. Mais ici, si je crée une scalar et que je clique dessus, je vais avoir des paramètres généraux qui sont cohérents par rapport à ce sur quoi j'ai cliqué, hein. Encore une fois, c'est du contextuel, donc c'est extrêmement pratique. Donc nous, on va vouloir faire un néon. On ne connaît pas encore trop, donc là, on va avoir l'occasion de vraiment essayer de comprendre en profondeur comment c'est construit un matériau et tout. Mais pour comprendre ça, en fait, une couleur dans le logiciel en tout cas, elle va être calculée grâce à un vecteur. Donc pourquoi? Parce que vous savez que quand on a une couleur, par exemple, je vais en appeler une là, je vais faire un vecteur paramètre. Quand on veut une couleur, donc là en l'occurrence j'ai une couleur noire, vous voyez que en fait il y a un code RGBA ou HSV pour créer en fait justement notre couleur. Et du coup bah, tout ça ce sont des petites valeurs flottantes qui sont utilisées les unes avec les autres. Et du coup généralement quand on fait ça en programmation, on appelle ça un vecteur. Donc vous verrez dans le chapitre qui est relatif à ça des éléments de compréhension qui sont beaucoup plus précis là-dessus. Mais bah, les couleurs sont ben, des vecteurs paraméteurs. Par exemple, ce qu'on va appeler par exemple des constantes 2, des constantes 3. Vous voyez, à chaque fois des associations de plusieurs petites valeurs flottantes, les unes avec les autres. Et en fait, la différence avec par exemple un logiciel comme Maya ou Max ou voilà ou autre logiciel de 3D qui vous permet de faire des matériaux, souvent ce qui se passe c'est que vous cliquez sur votre matériau et vous avez déjà en fait des valeurs qui sont ouvertes. Par exemple, Base Color, vous avez déjà le paramètre de couleur qui est créé. Là dans Unreal, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est à nous de venir soit créer le nœud qui correspond en faisant clic droit et en tapant le nom du nœud, par exemple constante 1, soit de venir carrément cliquer avec clic droit sur le nœud et faire un promote to parameter. Et vous voyez que là, il m'a créé le nœud que j'avais fait ici, donc il m'a créé ce dont j'avais besoin en fait.
Ça va marcher la plupart du temps, ça va pas marcher tout le temps, mais la plupart du temps ça va fonctionner. Donc là par exemple, si je veux sur mon matériau une valeur, je sais pas moi, de métallique, bah, je vais faire et que je sais pas quel nœud créer parce que je suis débutant, bah, je vais faire clic droit sur métallique, promote to parameter. Vous voyez qu'il m'a créé un paramètre qu'il a appelé métallique. Alors métallique il n'existe pas, alors si je fais clic droit et que je tape métallique, vous voyez alors déjà je vais l'écrire correctement, mais si métallique, on a un nœud qui s'appelle metallic chaining, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de créer. Parce qu'en fait là, le nœud qu'il vient de créer, c'est un paramètre, un scalar paramètre. En gros, c'est une valeur, il faut le comprendre comme une valeur qui peut évoluer, d'accord? Et après, on peut l'appeler comme on veut. Donc, si je veux l'appeler par exemple Robert, bah, vous voyez là, j'ai créé un paramètre qui s'appelle Robert. Voilà. Donc, métallique, par exemple, vous voyez maintenant là, il s'appelle métallique et il est à 0. Quand je clique dessus, je vois qu'il a une default value qui est à 0. Donc 0, ça veut dire qu'il n'est pas métallique. Si je mets 1, ça veut dire qu'il est métallique maintenant. Vous voyez comment l'aspect du matériau a changé, quoi. Donc j'attends le chapitre un peu plus avancé. Mais concrètement, pour faire notre néon, on va du coup avoir une couleur. Notre couleur ici, on va pouvoir la mettre en emissive color. Ce qu'on va constater, c'est que quand on fait ça, bah, ça marche. Mais, alors hop, ensuite on va juste prendre notre néon ici et l'appliquer sur le cube. On peut voir qu'on a une emissive color, mais par contre qu'elle est extrêmement faible, quoi. Genre là, on a quasiment pas d'incandescence sur notre néon. Donc on va re-rentrer dans notre néon ici. Et on va tout simplement, en fait, pour avoir de la puissance ici, on va devoir se créer un paramètre de puissance. Et comment on va faire? Bah, en fait, on va prendre notre couleur ici, on va la multiplier par le biais d'un node qui s'appelle du coup multiply, donc qui fait une multiplication entre un A et un B. Et du coup, en B, on va mettre une valeur abusée, genre par exemple 50. Comme ça, on va prendre cette couleur-là, on va la multiplier 50 fois, et après on va la plugger ici en emissive color. Donc plugger, ça veut dire connecter pour ceux qui sont un peu anglophobes. Et du coup, bah, B, on se souvient quand on sait pas quoi créer, on sait pas quelle note créer, on fait juste clic droit, promo to parameter. Il nous demande de l'appeler, donc là il s'appelle B, nous on va l'appeler power. Power est à 0, et là power va devenir 50 par exemple. Tac. Donc là, je vais faire apply, save. Et donc je me retrouve avec mon néon qui est un peu plus fort que tout à l'heure. Vous voyez que là, on sent un peu plus qu'il émet de la lumière. Si je mets une valeur qui n'a aucun sens, par exemple si je mets, je sais pas, 2500, tac, vous voyez que là, il y a beaucoup plus de lumière et que le matériau est du coup beaucoup plus incandescent. Donc ça, juste pour les éléments de compréhension, ce n'est pas... Alors, il se voit dans les réflexions, d'accord? Ce n'est pas une lumière, c'est un matériau qui émet de la lumière. Donc, c'est un peu fake, quoi. C'est pas aussi précis que si on avait vraiment une point light qui émettait. C'est un peu différent. Moi, je vais le mettre à 100, je pense. Comme ça, c'est pas mal. Et je vais ensuite, je vais juste, je pense, le dupliquer un petit peu, ici. Et je vais créer des petits nuages de cubes. Hop là. Pour créer un peu des zones, mettre un peu de magie là-dedans. Alors magie est un bien grand mot, hein, on n'est pas, on n'est pas à Disney. Mais du coup voilà, je vais en mettre un petit peu. Je trouve que ça habille. Puis après on va se concentrer un peu plus je pense sur la caméra. On va revenir dessus et on va la gérer. On va voir ce qu'on peut faire avec. Là, je continue. On va dire que ça me fait un petit nuage. Je vais prendre tout ça. Alors, cube, hop, on va les sélectionner. En fait, j'ai peur de faire une sélection par l'outliner, par peur de sélectionner d'autres choses qui s'appellent aussi cube. Vous voyez, j'aurais peut-être dû renommer un petit peu mes éléments quand je les ai créés tout à l'heure. Et donc là, je vais dupliquer un petit peu tout ça, peut-être tourner un petit peu l'orientation. Comme ça va plus vite. Et on va peut-être aller le mettre aussi à d'autres endroits. On va se faire des petits blocs comme ça de particules qui sont là-bas. Hop, on va mettre ça là aussi. Je vais pas en mettre trop non plus parce que le but c'est pas de noyer la scène avec un seul effet. Mais voilà, là on n'est pas trop mal. Et nickel. On va ensuite se créer une caméra. Donc on va venir ici comme tout à l'heure, on va cliquer sur caméra et la dropper. Notre caméra, on va aller dans perspective et faire caméra actor. Hop.
Et là, ben, vous voyez que maintenant j'incarne la caméra. Donc la caméra est vraiment importante. Pourquoi? Parce que là, on va essayer de créer des images. Et donc on va, la caméra est le point de vue, quoi. C'est nos yeux. Donc on va créer l'image par rapport à ce que voit la caméra. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de créer assez tôt en fait dans la création de notre scène. Et là, ben, on va lui choisir une focale, lui choisir un angle de vue. Ouais, je vais prendre un truc un peu comme ça, avec des bandes noires. Et on va voir ce qu'on cadre. Je pense que j'aime bien l'idée d'avoir comme ça un plan, vous voyez, un peu vaste, justement, avec, avec les deux bancs noirs, avoir une compo. On voit comme ça les petits cercles dans la scène. Il faut pas hésiter après, par exemple, une fois que vous avez setupé ça, si je veux plus que ma caméra bouge, je peux juste faire clic droit, transform, lock actor movement. Donc là, je suis sûr que ma caméra, elle bouge plus, quoi. Elle bouge plus et je vais pouvoir venir peut-être choper un autre paramètre, par exemple fog. On va taper fog ici. Donc dans le World Designer, on peut bien entendu, quand on commence à avoir beaucoup de componentes qui sont créées et qu'on n'a peut-être pas créé des dossiers pour les ranger, on peut juste taper, on peut rechercher les objets via leur nom. Donc c'est pour ça que là, je peux trouver le fog avec, en tapant fog dans World Outliner. Je vais cliquer dessus. Et là, du coup, je vais pouvoir peut-être réajuster, vous voyez, le fall-off du fog, si j'en veux plus ou moins en altitude. Je vais pouvoir peut-être régler aussi la puissance du fog. Est-ce que par exemple on veut aller sur quelque chose qui vaut 0,5 et qui en a un peu plus? Alors je vais faire des CTRL Z parce que j'aimais bien ce que j'avais avant. Mais on va pouvoir aussi peut-être régler un petit peu la luminosité. Pas la luminosité, pardon, la couleur. Peut-être un peu plus bleu foncé. Voilà. On peut faire la même chose avec la directionnelle, c'est-à-dire que on va constater un truc là, c'est que je vais augmenter un peu de manière abusive la puissance de la directional light. Et vous voyez qu'en fait, on a pas, enfin, on manque un peu de contrôle. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose de très sombre, alors ça marche ici, mais je vais avoir du mal à avoir une luminosité qui est très très faible en fait. Alors, il y a un truc qui existe, et qui actuellement est actif dans ma scène, en fait, c'est que on a une sorte sur ma caméra d'auto-exposition. Alors pour ceux qui font déjà de la photographie ou qui ont l'habitude de faire du rendu, ce qui se passe, c'est que ma caméra essaie toujours d'avoir quelque chose à voir dans son champ. Donc en fait, elle s'équilibre entre une luminosité maximale et une luminosité minimale. Et du coup, ben, j'ai pas un contrôle absolu sur ma lumière. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va venir ici dans les options de la caméra. On va cliquer sur la caméra. On va aller dans les options de exposure ici. Vous voyez que là, on est en metering mode auto exposure histogramme, donc on va le laisser comme ça. Par contre, sur les paramètres de minimum brightness et de maximum brightness, on va venir les cocher ici. Vous voyez qu'en fait, la caméra, elle s'auto-ajuste pour avoir enfin, si on le lit en anglais, hein, the average luminance generate a pixel brightness equal to the constant calibration value. Alors c'est un petit peu compliqué peut-être à comprendre, mais en gros il prend le minimum et il prend le maximum et il fait une moyenne entre ben, le point le plus clair, le point le plus sombre de l'image et du coup il obtient une luminosité average, donc du coup moyenne, qui est pas forcément, nous si on veut une image qui a une certaine ambiance, ben ça peut peut-être nous polluer un peu tout ça. Donc nous on va prendre ici ces deux paramètres de minimum et de maximum on va mettre exactement la même valeur. Donc parce que en gros, si on fait la moyenne entre 1 et 1, bah, ça fait 1. Donc du coup, bah, il y a pas de valeur intermédiaire. Et du coup, bah, la, la luminosité, alors je sais pas vraiment le bon terme, la luminosité, mais l'exposition, donc l'exposure, va devenir du coup euh, stable. Donc là, je vais pouvoir aller dans exposure compensation et je vais pouvoir tout simplement vraiment utiliser ce paramètre pour varier euh, et pour arriver sur par exemple quelque chose qui est plus ou moins sombre, plus ou moins clair. Alors faut pas cramer l'image bien entendu, mais au moins là on a vraiment le contrôle. Donc on peut conjointement essayer de gérer la directional light. Ce qui est un peu compliqué et ce dont je parle là, en fait, c'est que souvent les débutants, quand on apprend un peu le logiciel, ont du mal à créer vraiment les ambiances lumineuses qu'ils désirent. Pourquoi? Parce que ben, il faut jouer à la fois avec le fog, à la fois avec la directionnelle, à la fois avec la valeur d'exposition de ceux qui sont, ou les différents paramètres qui sont sur la caméra. Et du coup, ça peut devenir très rapidement trop à gérer.
Mes meilleurs conseils pour un peu vous faciliter la vie là-dessus, c'est tout simplement d'essayer de pratiquer, de manipuler, et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure que vous faites des scènes, que vous essayez d'avoir du contrôle sur les images que vous fabriquez, ça va vraiment s'améliorer. C'est un peu comme quand vous faites, bah voilà, au début, si vous apprenez la photographie ou voilà, à manipuler des caméras, des trucs comme ça. Au début, ben, vous pouvez commencer par exemple en mode automatique, puis après vous allez passer en mode manuel, où vous allez un peu mieux comprendre comment s'articulent les différents paramètres de votre appareil. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez obtenir du coup une meilleure qualité de contrôle parce que vous aurez pris de l'expérience. Donc il ne faut pas, selon moi, être trop pressé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire allez c'est bon, voilà, j'arrive pas et tout. Pour moi, il faut un peu persévérer, il faut essayer de faire des scènes un peu différentes et puis il faut y aller vraiment doucement, il faut y aller par tâtonnement, il faut essayer, voilà, on ajuste un peu on ajuste les paramètres et puis voilà. Donc on va continuer en allant un peu plus loin sur tout ce qui concerne en fait les paramètres ici de la caméra, avec notamment ici bah, les blooms par exemple. Donc les blooms qu'on va pouvoir monter ou descendre. Les blooms en fait vous voyez comment ça, en fait ils créent des sortes d'impacts un peu diffus sur les points les plus lumineux de l'image. Donc en l'occurrence moi les points les plus lumineux on peut voir que c'est les petits néons qu'on a créés tout à l'heure. Donc si je mets pas de bloom, vous pouvez voir que les néons en fait ils sont là, on voit que c'est les points les plus blancs de l'image. Mais par contre ils émettent, on n'a pas l'impression qu'ils scintillent en fait. On peut ici gérer ça. Il faut faire attention à pas avoir des blooms qui sont trop abusés parce que vous voyez que ça blanchit toute l'image et ça peut vraiment vous flinguer le visuel en fait de ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de paramètres, ils sont tous très visuels dès que vous les utilisez. Nous en l'occurrence on va juste toucher un peu l'intensité ici du bloom. Alors si on va dans des paramètres un peu avancés du bloom, on va retrouver par exemple la taille des effets de bloom. Vous voyez que là les halos sont plus ou moins forts. Encore une fois, si vous avez touché et que vous aimez pas ce à quoi ça ressemble maintenant, faites un petit reset to default, ça va les remettre comme c'était d'origine. Donc faut pas avoir peur de toucher pour ensuite remettre. Si ça peut vous aider à comprendre comment tout cela fonctionne, c'est vraiment la bonne chose à suivre. Ensuite au niveau des teintes, on va avoir vous voyez qu'en fait les petits halos lumineux, je vais essayer de modifier vraiment les teintes des blooms. Je sais pas si ça va être hyper visible, mais en gros, vous avez un contrôle quasiment total sur les couleurs que prennent ces effets un peu de scintillement. Hop là. Vous voyez là le rouge vous voyez là sur les pixels qui sont groupés ici, ils changent vraiment de couleur par rapport à ce paramètre que je suis en train de régler là. Donc ça c'est pareil, ça vous aide à avoir un peu du contrôle. Vous pouvez faire la même chose avec la taille. En fait, vous voyez, vous pouvez gérer individuellement, si je coche ici les différents paramètres, la taille de chaque étape qui permet de créer ce bloom. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, faut pas hésiter à le toucher pour essayer un peu de se familiariser à l'outil. Je vais continuer, je vais passer à un autre paramètre. On va aller maintenant sur l'aberration chromatique qu'on avait déjà vu. Alors l'aberration chromatique, ça vient ici décaler des pixels dans le rouge et dans le bleu sur les côtés. Et du coup, c'est pas mal parce que ça donne un effet un petit peu de lentille en fait en fait, c'est un effet qui existe vraiment dans la vraie vie quand vous faites par exemple de la photo et ça peut donner un petit peu de matière à votre image. C'est souvent on fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'en 3D quand vous faites des images, alors vous cherchez pas toujours à faire du réaliste, des fois on veut faire du stylisé et c'est comme ça, mais quand on veut avoir une image un peu plus avec plus de matière, un peu plus crédible, ça arrive qu'on ait envie en fait d'abîmer volontairement l'image pour recréer des effets qu'on retrouverait sur un vrai boîtier de prise de vue. Donc du coup, l'aberration chromatique fait partie de ce genre de choses. Aussi par exemple, si vous voulez faire un rendu sous l'eau, l'aberration chromatique peut peut-être vous aider à faire tout ça. On va avoir ici sur les paramètres de caméra des choses qui ressemblent vraiment à ce que vous pouvez connaître de vrais appareils photo. Là malheureusement en fait c'est mon exposeur qui a le pas donc bouger les ISO ne change strictement rien. On va avoir le lens flare qui permet d'avoir cet effet à la Gigi Abrams sur votre image. Vous pouvez avoir des bokeh size plus ou moins de tailles différentes, ouais, des trucs très diffus comme ça qui vont bien entendu. Alors là, ma caméra est lock, mais cet effet se déplace avec la caméra de manière assez réaliste. Donc là, moi, je vais pas mettre une valeur trop forte parce que je veux pas flinguer l'image. À chaque fois, en fait, il faut réussir à utiliser ces différents paramètres, on va dire avec parcimonie. Donc là, j'en mets un bon, peut-être un peu plus fort que ça, 0,1. Est-ce que ça se remarque? Bof. Voilà, là j'ai un effet assez léger. Vous voyez ici, ça change un peu qu'avec le pixel.
Puis, ça reste toujours sympathique à ajouter. On va avoir ensuite la profondeur du champ que je ne vais pas utiliser ici. En fait, on va basculer dans les paramètres ici de color grading. Donc dans le color grading, comme on avait déjà un peu vu, on a par exemple la température de l'image. Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est plus ou moins chaude ou plus ou moins froide? Donc là, moi, je vais rester sur un truc un peu neutre, hein, je sais pas trop ça. Et là, un des paramètres vraiment les plus cruciaux, c'est tout ce qui va être dans le color grading, globals, shadow, midtones, highlight, que là, je vais pouvoir vous expliquer plus en profondeur. Donc, à quoi correspondent ces différents éléments? En fait, déjà le contraste. Donc déjà dans tout ce qui est global, vous allez voir que ça va avoir une incidence sur toute l'image, ok, sur tous les pixels de toute l'image. Vous voyez que vous pouvez plus ou moins le régler ici. Le contraste est important parce que si vous n'en avez pas assez, vous pouvez avoir une image des fois qui est un peu fade. Vous voyez là la différence, le avant-après, j'ai juste touché un tout petit peu le contraste. Vous pouvez voir que j'ai déjà des bleus qui sont beaucoup plus sympathiques, on va dire, de manière générale dans mon image. On va avoir la même chose avec la saturation. Alors il faut pas, attention, cramer parce que ça devient vite n'importe quoi. Mais par contre, on peut ajouter comme ça un petit peu de punch à notre image avec la saturation. Ou si on neutralise, carrément arriver sur du noir et blanc aussi, ça peut être sympa esthétiquement. On va avoir d'autres paramètres qui sont le gamma, le gain et l'offset que moi je touche très rarement en fait sur le global. Vous allez voir que c'est plus des paramètres que je viens régler sur les différents calques spécifiques qui sont suivants, donc shadows, midtones et highlights. On va aller voir du coup gamma, gain et offset, mais sur les shadows, les midtones et les highlights. Donc à quoi ça correspond? En gros, il faut imaginer que votre image elle a une sorte d'équilibrage avec par exemple une certaine partie des pixels. Comment dire? En gros, je vais ouvrir Photoshop pour un petit peu vous expliquer tout ça. Ça va nous permettre vraiment de réussir à faire les choses bien avec Photoshop. Donc hop, je mets mon Photoshop de côté, je prends l'image, voilà. Hop, on va prendre un échantillon de notre. On n'a même pas besoin de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est on va juste faire ici un High Resolution Screenshot. On va exporter notre image. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui n'est pas altéré. Donc on va l'ouvrir dans Photoshop, notre image, pour juste comprendre un petit peu ça. Alors, tout ce que vous faites dans les color grading et tout, là, c'est très similaire à ce que vous pouvez faire dans Photoshop. Donc là, si je regarde mon image, j'ai en fait Je peux créer ici un calque de niveau, et on peut voir que là, vous avez un histogramme avec une répartition en fait des pixels. C'est-à-dire que vous avez une partie des pixels, vous voyez ça, c'est les points le plus noirs, ça c'est le point le plus clair, et entre les deux, vous avez des pixels qui sont plus ou moins clairs ou plus ou moins sombres. Enfin, en fait, c'est la même chose, hein, de dire l'un ou l'autre. Et donc, en gros, ce qu'on va voir, c'est les midtones, c'est tout ce qui est au milieu. C'est-à-dire que là, vous voyez, la majorité de mon image, en fait, elle est dans les midtones. Une petite partie des pixels qui constituent mon image est dans les shadows. Et une autre partie un peu plus élevée des pixels qui constituent mon image est ici dans les high tones. Ou les highlights, je sais plus comment c'est marqué dans Unreal. Mais du coup, quand vous voyez comment lire ce graphique, vous avez là le nombre de pixels en hauteur en fait, et en horizontal, du coup, vous avez la qualité du coup de chaque pixel, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut en valeur 0, est-ce qu'il vaut 255, 255 étant le maximum et 0 étant le minimum, donc un pixel blanc à 255, un pixel noir à 0. Quand vous dites en photographie par exemple qu'une photo est cramée, c'est parce que par exemple vous avez trop de pixels qui sont dans les blancs et du coup, comme vous avez trop de pixels qui sont dans les blancs, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez plus pouvoir gérer les informations parce qu'un pixel blanc ou un pixel noir, c'est un pixel qui peut plus vraiment avoir enfin qui peut plus évoluer en fait. C'est-à-dire blanc, c'est vraiment c'est cramé quoi. On peut plus bouger, on peut plus le faire évoluer. Par exemple, vous multipliez un truc par 1, bah, ça fait toujours 1. Et comme vous multipliez un truc par 0, il n'y a pas d'information. À 0, c'est un pixel mort, un pixel noir. Il n'y a pas d'information, donc si vous multipliez par quelque chose, vous le divisez par quelque chose, bah ça fait, on est toujours sur du zéro quoi. Là, vous voyez, en hauteur, on peut voir que j'ai très peu de pixels qui sont dans les shadows. C'est probablement les pixels qui doivent se promener dans ces zones-là, vous voyez, sur les zones un peu sombres de mon image. Et donc les quelques pixels qu'on a là dans les blancs, ça doit être probablement les pixels qui sont localisés sur ces zones ici de hauteur. Donc quand vous faites varier ici votre courbe de contraste, en fait, vous voyez,
ça atténue ou ça accentue par exemple. Donc là, quand je ramène ici le blanc, c'est-à-dire que maintenant les pixels les plus blancs, c'est ceux qui sont à 215. Donc du coup, ben, les pixels, il y a beaucoup plus de pixels qui seront blancs sur mon image. Donc là, c'est pareil, j'ai ramené ici le 0 à un équivalent 45, c'est-à-dire que tous ceux qui valent 45, c'est presque comme s'ils valaient 0. Donc voilà un peu comment vous pouvez le comprendre, ce paramètre. Et donc ce qu'on va avoir ici, c'est la possibilité de venir décomposer ça et gérer tous ces contrastes dans notre image. Par exemple là, si je vais dans Shadows Contrast, vous pouvez voir, alors c'est très minime, on voit quasiment pas. On va essayer par exemple peut-être de mettre du gain. En fait, peut-être qu'il y a tellement peu de pixels sombres que Unreal les détecte même pas, quoi. Ah, voilà, on les a là. On les voit. Je suis dans les Shadows. Alors on les voit, non? En fait, s'il a inversé les zones blanches, d'accord? On en a un petit peu là-bas, voilà. Les pixels sombres sont dans la zone. Donc vous voyez, faut faire attention quand même. Normalement, une image qui est bien équilibrée, elle doit avoir un peu de tout. Bon là, ça va, c'est quand même pas totalement cramé, hein. Souvent, il faut un peu d'équilibre, quoi. Quand vous avez un histogramme équilibré, c'est que vous avez plutôt une bonne image. Et souvent, de toute façon, la plupart de vos pixels, ils doivent se concentrer du coup dans les midtones. Là, on va essayer de toucher les midtones. Là, on peut voir qu'il y a déjà un peu plus d'incidence. Donc on peut venir par exemple renforcer avec du gain la puissance des midtones ou au contraire l'atténuer un petit peu. Donc ça permet simplement, sans faire forcément de zone de sélection, juste par la qualité de valeur de certains pixels, de venir faire des ajustements de colorimétrie. Donc je vais aller dans les highlights, on va juste tester aussi. On va aller dans les gains ici. Hop. Vous voyez que là, mes highlights, je les ai inversés, donc je les ai mis en noir, j'ai totalement enlevé le gain. Ou alors on peut l'augmenter aussi pour les mettre en blanc. Donc ça, voilà, c'est un élément de contrôle que vous allez avoir sur vos images. On verra probablement dans le tuto à un autre moment, peut-être avec une autre caméra où il y a plus d'ombre que ça peut avoir un peu plus d'incidence. Puis voilà, on va aller donc on va continuer avec tout ce qui est dans le film ici, donc les catégories d'effets dans les films. En fait, c'est encore une fois une balance générale de l'équilibrage en fait des contrastes et de la luminosité sur votre image. Donc là, c'est honnêtement, moi je m'en sers assez rarement finalement de ces paramètres ici de film. Je gère quasiment l'intégralité de mes effets avec les shadows, les midtones et les highlights. D'ailleurs, je vais juste faire un petit test ici dans le gain. En fait, vous voyez, si vous mettez vous avez une roue chromatique, et du coup, si vous mettez du gain dans, dans cette roue chromatique, vous pouvez venir faire varier en fait la couleur des pixels qui sont dans ces zones-là. Par exemple, là, si je viens mettre du gain d'une certaine couleur dans les midtones, je vais teindre intégralement mon image de bleu, de jaune, enfin voilà, de ceux que je choisis. Ce qui peut être parfois assez pratique. Du coup, voilà pour tous ces petits paramètres qui sont quand même assez importants et qu'on va continuer à manipuler quand même. Et puis voilà, les rendering features. Les rendering features, on y viendra plus dans le volet où on parlera un petit peu du ray tracing, parce qu'en fait, elles concernent des éléments un peu plus avancés sur l'image, avec notamment, par exemple, si vous avez ici, on va essayer de mettre en mode buffer le mode occlusion. Avec là, mon mode occlusion, elle est quasiment inexistante. Je pense pas, je pense que je suis trop loin pour la saisir. Mais en fait, ici, on va pouvoir régler différentes passes de rendu, notamment bah, les réflexions, les ambiances d'occlusion, une ambiance cube map si on veut mettre des réflexions spécifiques. Donc ça, on viendra le voir un peu plus tard. Parce que on commence déjà à avoir un tuto qui est assez chargé, enfin en tout cas une leçon qui est assez chargée. Et je pense qu'on va pas tarder à conclure. Donc là, ce qui peut être sympatoche, c'est de par exemple venir essayer de dupliquer notre caméra. Par exemple là, admettons que je l'aime bien quand elle est dans cette position. Je peux essayer de faire, par exemple, de sortir ici de la caméra, de cliquer sur la petite languette. Je refais la manip, mais la petite languette ici, je peux sortir. Alors je peux faire un avant après aussi. Avec là, on a quand même retouché un petit peu à tout ça. Alors c'est un peu abusé, c'est-à-dire que par certains endroits, mon contraste sont vachement forts, mais au moins on voit bien les effets, ce qui touche et ce qu'ils altèrent sur l'image. On peut sortir ici de la caméra et on peut venir après choisir de par exemple la dupliquer. Donc si je la unlock ici ma caméra, donc je fais transform unlock, on peut venir la dupliquer, peut-être relock celle qu'on vient de délock. Voilà, donc au moins elle est de nouveau sécurisée.
et peut-être venir dans la nouvelle, ici chercher un autre point de vue, par exemple plus au ras du sol. Là si je me mets comme ça, plus au ras du sol, par exemple si je fais un cadrage, alors on va aller, à chaque fois que vous faites une nouvelle caméra, il faut essayer tout le temps d'essayer de retoucher justement certains de ces paramètres. Notamment la focale, c'est assez important. Puis là, vous pouvez voir que les lens flares, maintenant que je suis très proche de ma zone ici de petites particules avec de la lumière, elles sont beaucoup trop puissantes. Donc on peut venir ici faire une autre caméra, essayer de chercher une composition, par exemple comme ça, et venir peut-être changer l'aspect ratio pour plus ou moins l'ouvrir ou le fermer. Je vais voir si je peux pas faire un 1-1, voilà pour Instagram ou quoi. Réajuster encore une fois la focale, voilà. Venir retourner en fait sur ces paramètres d'exposure pour éventuellement avoir autre chose. Venir ici dans les color grading surtout, retoucher peut-être un petit peu la balance, notamment des contrastes. Je pense que là je vais essayer de le baisser de manière globale. C'est extrêmement puissant, je vais mettre un 1,1 je pense. Voilà. Au niveau des lens flares, je vais pareil neutraliser un petit peu parce ils sont vachement forts. Et le bloom aussi. Le bloom va falloir que je le touche, je pense, pour le baisser un petit peu. Parce que là, vous voyez, ça peut vite cramer toute mon image. Après ça, sur une animation, ça peut être sympa, par exemple, d'avoir la caméra qui, au début, est très lumineuse et qui se règle un peu toute seule. Ça peut être un effet esthétique qui est relativement intéressant. On va essayer hein, d'ici revenir sur les... Je vais reset tout ce que j'avais réglé ici dans les shadows, midtone, items. Et je vais réessayer un petit test pour voir si j'ai plus ou moins... Là, en fait, je vois que là, j'ai des zones qui sont vraiment cramées, j'ai l'impression, sur les cailloux. Et du coup, dans les highlights, je vais peut-être venir baisser un petit peu le gain. Peut-être pas trop, mais ou le gamma, éventuellement. Là, vous voyez que vraiment, faut être attentif, mais les petits pixels blancs ici se comportent de manière un peu moins bourrine. Donc ça permet d'équilibrer aussi. Peut-être le fog, je vais revenir le voir, mais est-ce qu'il est pas trop épais? 0,2, 0,1. Ouais, 0,35 peut-être je vais le mettre. Ouais, c'est fort quand même, ça c'est fort. Mais globalement, quand vous avez un visuel qui, si vous, vous pouvez faire plusieurs essais, voilà. Quand vous avez un visuel qui vous plaît, il faut pas hésiter à, bah ici, alors vous pouvez sortir ça avec par exemple des high resolution screenshots. Mais si vous voulez par exemple avoir un contrôle un peu plus précis sur la résolution de sortie, bah, on va pouvoir commencer à manipuler ce qu'on appelle des séquences. Donc comment ça fonctionne? Donc là, je vais sortir de ma caméra. Et je vais venir ici dans l'onglet cinématique et faire une level séquence. Donc la level séquence, il faut l'enregistrer quelque part dans notre ordinateur, donc en tout cas dans notre projet. Donc je vais me faire ici un petit clic droit et je vais me créer un nouveau folder dans le content browser qui s'appelle séquence. La séquence, donc on l'enregistre, on va l'appeler par exemple caméra travelling. La séquence permet justement de venir ici avec une timeline mettre par exemple des objets du style, bah ici ma caméra Actor 2, je peux la prendre de l'outliner et je peux la glisser ici dans le séquenceur. Quand je vais glisser mon objet, en fait, va apparaître en fait, une timeline avec la timeline c'est déjà là, mais des différentes lignes avec des clés qu'on peut mettre. Par exemple là, si je clique, vous voyez ici sur caméra Actor 2, hop là, ça va m'emmener à son endroit. Et ce qui est vraiment pratique dans ce petit séquenceur, c'est que je peux par exemple créer une position de caméra à l'instant T. Donc là, vous voyez, sur le petit potard, avec la petite flèche rouge ici, je dis à Unreal que je suis à 0 comme emplacement. Je vais créer ici une new key at the current time. Tac, donc je la crée. Et je vais pouvoir venir tout simplement, par exemple, à l'instant 150. Donc je vais déplacer ici mon current time. Je vais venir par exemple avancer un peu la caméra, comme ça. Voilà. Et ensuite, en revenant sur mon séquenceur, je peux juste recliquer ici sur le transform du coup
de la caméra. Alors le transform de manière générale, en fait, c'est juste ses coordonnées, vous voyez, location, rotation, scale. Donc c'est la position en fait de la caméra que j'enregistre à chaque instant en fait. Et là, vous voyez que maintenant, quand je fais bouger en fait ma timeline, je vais d'un mouvement A à un mouvement B. Pardon. Hop, on va faire attention. Voilà. Donc si par inadvertance vous déplacez votre caméra, bah, l'avantage c'est que déjà si vous revenez dans la séquence, elle reprend sa position qu'elle doit avoir en fait. Donc ça c'est assez pratique. Hop. J'ai l'impression qu'il y a la couleur du fog qui est un peu. J'ai envie de la changer un petit peu. Elle est un peu hardcore, un petit peu violente. Je sais pas si. Je sais pas, j'essaie toujours de retoucher. Naturellement, si vous faites là au niveau du ciel par exemple, je peux avoir. C'est peut-être plus intéressant d'avoir un dégradé un peu plus imposant. Hop là. Donc j'ai ma caméra du coup qui fait son petit mouvement. Voilà. Si je fais play ici, ça va jouer la séquence. Donc vous voyez ici la vitesse de la caméra et donc elle va se répéter. Donc vous pouvez choisir ici de loop. C'est-à-dire quand elle va se terminer, elle va se relancer. Tac. En boucle, ça vous permet déjà de voir un petit peu à quoi ressemble en fait votre séquence. Et une fois que vous avez ça, eh ben, il ne faut pas hésiter. On peut venir attaquer la suite. Donc déjà sauvegarder la séquence en elle-même avec la petite disquette qui est là. Vous avez un petit clap qui s'appelle Render this movie to a video or image frame sequence. Donc si je clique là, et par exemple je veux sortir juste une seule image. Donc déjà l'avantage c'est comparé à tout à l'heure, je peux choisir la résolution. Donc nous on sait qu'on est ici en résolution, on est sur un format qui est carré. Donc la résolution c'est quoi? C'est le nombre de pixels par exemple en hauteur par le nombre de pixels en largeur. Donc ici, en termes de qualité d'image, je peux passer sur quelque chose comme, par exemple, je sais pas moi, 4000 par... Alors, on va peut-être pas faire un 4000 par 4000, mais un 2000 par 2000 pour essayer. Ici, vous avez le image output. Donc, le image output format, ça va être en fait vraiment le, comment dire, le format dans lequel vous encodez la séquence. Donc par défaut, moi je vous déconseille tout ce qui est AVI, qui est déjà vidéo. Je vous conseille plutôt de sortir des séquences d'images en JPEG ou en PNG, que ensuite vous recomposez dans un logiciel comme After Effects ou comme Adobe Premiere, pour justement essayer d'avoir une vidéo. Chose qu'on pourra essayer de faire si vous voulez, s'il y en a qui n'ont pas, par exemple, de formation sur After Effects ou quoi, dans les bonus un peu de ce petit tuto, on pourra mettre un moment où on recompose du coup une séquence à partir d'un rendu qu'on a sorti de Unreal, avec After Effects par exemple. Euh, Là, vous avez la compression, donc je vais laisser 100 pour pas que ce soit trop compressé. Vous avez l'output directory qui par défaut en fait va sortir dans vidéo capture. Vous allez voir dès qu'on va lancer la séquence. En fait, elles sortent plus ou moins avec une certaine logique et c'est un peu tout le temps similaire dans les projets Unreal. Et ici, on a dans la partie animation, on a un custom framerate. Donc custom start frame, custom end frame. Et du coup, alors c'est pas framerate, je me suis trompé, c'est start frame et end frame. Par exemple, si je mets qu'on va, donc là il faut récupérer notre petite séquence, mais par exemple je vais la frame 4 ici à la frame 5, bah ça va sortir qu'une seule image, a priori. On a un petit warm-up. Donc le warm-up, en fait, c'est quelque chose pour faire chauffer un petit peu la caméra. Vous voyez, quand vous êtes en rendu dans un rendu temps réel comme Unreal, en fait, les éléments, des fois, il faut qu'ils aient quelques secondes pour se charger correctement. Donc par exemple, les textures, les géométries, ce genre de choses. Et du coup, le warm-up permet d'atteindre ce moment où toute la scène est bien chargée. Et à ce moment-là, quand elle est bien chargée, on commence à rendre la séquence. Si on le fait pas, on peut avoir des fois des petites anomalies sur le début des séquences qui sont pas très cool. Et du coup voilà. Du coup voilà, je pense qu'on un petit delay before warm-up aussi, genre on se met 0,2 secondes pour laisser le logiciel se préparer. Quand vous avez tout qui est paramétré ici, on n'a pas fait tous les paramètres, mais on a fait les paramètres essentiels, la résolution, l'image output et tout. On fait capture movie, il va nous demander de sauvegarder. Vous allez avoir une preview. Alors là, ça allait très très vite, mais quand c'est fini, il vous dit capture finished. Donc vous pouvez y aller, ça va vous ouvrir le dossier. Là, vous pouvez voir votre frame, du coup, qui est calculé, que vous pouvez emmener là où vous voulez dans votre ordinateur. Et on peut voir que sa résolution, c'est bien 2000 par 2000. Donc si on sort, donc vous voyez, elle s'est écrite dans le dossier, du coup, Discovery Saved Video Capture. Ok, donc on va la supprimer. Tac.
Et cette fois-ci, on va rendre en fait on va rendre la séquence en entière. Donc je vais décocher Custom Start Frame Rate et End Frame. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui décide d'où à où la caméra en fait va calculer. Alors j'ai totalement perdu mon petit séquenceur qui est ici. Vous voyez que là, on va donc du flag, il y a un petit drapeau là vert, et donc par défaut, si vous cochez pas le custom frame, start frame et end frame, il va aller du début donc du flag vert jusqu'au flag rouge ici. Donc il va faire toute la séquence, là il y a à peu près 150 frames. On va faire le test, donc sauvegarder ici, on met rien, on fait capture movie. Donc vous voyez ici l'accès en grand, vous inquiétez pas, c'est normal, il n'est pas en train de bugger, c'est juste que la résolution avec laquelle vous capturez l'image est plus grande que la résolution qui est affichée sur mon écran. C'est pour ça qu'on a une dissonance. Vous voyez que là, il a bien enregistré toutes les images avec donc la progression au fur et à mesure. Donc là, je les passe en accéléré en faisant cycler les images les unes après les autres dans Windows. On va voir du coup qu'il enregistre la séquence et donc là vous avez un rendu. Donc vous pouvez monter après sur des rendus plus qualitatifs. Donc là par exemple je vais resupprimer ce que j'ai fait. Tac. Et je vais essayer de monter en 4K par exemple, en 4000 par 4000. Capture Movie. Alors on sauvegarde parce que j'ai pas envie qu'il me crache dans les mains. Hop là, Capture Movie. On tente le coup. Vous pouvez voir qu'il pour l'instant il est en train de réussir à faire le rendu. Faut comprendre que si vous demandez des trucs genre 12 000 par 12 000, bah, ça va vous faire de très grosses images et qu'il y a de fortes chances qu'il crache parce que ben, c'est trop lourd à charger et que du coup il n'y arrive pas. Si à un moment vous voulez arrêter votre render preview, vous faites juste échappe et normalement ça l'arrête. Bon là je vais pas le faire, vous pouvez aussi cliquer sur le stop capture qui est ici. Ça fonctionne normalement assez bien. Donc on le laisse tourner. On laisse tourner encore bah, le temps qu'il fasse toutes les frames. Et après en bonus, hein, je vais quand même vous ouvrir vous montrer comment on peut avoir la petite séquence dans After Effects parce que bah, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Donc là vous avez votre séquence qui maintenant est en 4K, donc elle est un peu plus lourde, on peut zoomer un peu plus loin là-dedans. Normalement, hein, je vais vérifier la définition, mais normalement on est OK. Et du coup, bah, votre séquence, vous pouvez venir par exemple dans un logiciel comme After Effects. Je pense c'est assez bien de travailler avec quelque chose comme la Creative Cloud, qui est un super outil d'Adobe. Et la Creative Cloud, ça vous permet vraiment de, si vous voulez faire de la belle image, d'aller travailler des trucs. Enfin, moi aujourd'hui, des choses comme Photoshop, Illustrator, After Effects et tout, c'est des outils quasiment indispensables quoi, hein, de ma suite de travail pour faire mes images. Donc, je vais faire CTRL-C ici pour récupérer l'adresse de sortie du rendu. CTRL-I. On va ici rentrer l'adresse, donc vous voyez j'ai mis la même adresse d'import et de là où étaient enregistrées les images. Je vais juste cliquer sur ici ma petite séquence, faire séquence importer, importer, et du coup ben, j'ai un métrage ici qui est juste une séquence et que je peux du coup utiliser comme si c'était une vidéo, donc qu'on peut laisser ici tourner et qu'on pourra ensuite intégrer dans d'autres compositions. Et ça on peut le faire pour bah, toutes les images qu'on a bah, qu'on a généré grâce à un rendu, hein, quelle que soit la provenance du rendu. C'est la même chose avec Arnold, c'est la même chose avec tout ce que vous faites. Et vous verrez que si vous essayez, hein, je vous incite à essayer juste pour voir, mais vraiment le avis nous aurait pas donné la même qualité d'image. Le JPEG est pas mal parce qu'il est assez léger, c'est-à-dire qu'on aurait pu enregistrer en PNG ou en EXR par exemple, mais c'est des formats qui sont beaucoup plus lourds et du coup si vous faites beaucoup d'images, ça peut vite devenir compliqué à gérer. On a un autre paramètre aussi que je vais vous montrer juste avant de clôturer cette leçon qui aurait été ma foi assez longue. C'est que dans les paramètres en fait ici de votre caméra, vous avez un petit onglet qui s'appelle MISC. Hop, pardon, dans les rendering features, MISC. Et vous avez ici le screen percentage, qui est la même chose que ce qu'on avait vu tout à l'heure précédemment dans les autres leçons, qui augmente en fait la qualité globale du rendu. Et du coup, ce screen percentage, si ici vous mettez une valeur par exemple 200, bah là elle va se charger au rendu. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre rendu avec du coup le séquenceur, là elle va vraiment se charger. Et par exemple, bah, si vous étiez en train de travailler avec un screen percentage ici de 200 et que vous faites le rendu de votre image, elle va quand même se faire par défaut à 100 parce qu'il faut vraiment le changer ici dans les paramètres de la caméra.
Donc voilà, une assez grosse leçon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on va continuer de toute façon notre apprentissage d'Unreal et essayer de rentrer un peu plus en détail dans d'autres aspects du logiciel.